What is up, family? We have another Patreon request. We got de César à Macron. From Caesar to your president, Macron. L'empire n'a jamais pris fin. The empire has never ended. So Caesar is like Macron. Okay, so remember, I'm just taking a request. If you guys don't agree with this guy, that's okay. You don't have to agree with him. You could say he's a liar, a bullshitter, or you could say this is the truth, all the others are bullshitters. I have no idea. Some cats are beating the crap out of each other back there. Anyway, I don't know what's gonna... I have no idea what's gonna happen when I post this, but it seems like it could be one of those, again, where you're going to have lefts and rights fighting, saying, no, it's not true, or it's... Or maybe you all agree. That'd be nice. That'd be cool if you actually were like, yeah, no, we agree. But anyway, it's not meant to be political. It's just, I guess he's just going to compare Caesar to Macron, which I don't know how you could compare the two, to be honest. But let's go. Let's check it out. Le roman national ment. Nos ancêtres, les Gaulois, n'existent pas. Les Gaulois sont une fiction, c'est une fable, une histoire qu'on raconte aux enfants. Ah. Quand nous disons les Gaulois, nous parlons en fait de centaines de tribus distinctes qui vont de plusieurs milliers d'habitants à plusieurs dizaines de milliers. Ce sont des Ambibaris, des Ambivarettes, des Arvernes, des Boïens, des Carnutes, des Éduins, des Helvètes, des Lémovis, des Morins, des Nerviens, des Parisi, des Sénons, des Séquanes, des Vélaves. Ces hommes n'étaient pas plus des Gaulois que les Indiens découverts par Christophe Colomb n'étaient des Indiens. Ils étaient des indigènes, les Indiens de Rome. Le roman national ment. Le roman national est romain. C'est Rome qui a inventé la fiction gauloise. Plus précisément, c'est Jules César. Rendons à César ce qui est à César, qui, en vue de la conquête et de la colonisation de terres et de populations situées entre la France, la Suisse, la Belgique et l'Allemagne cisrhénane actuelle, a fixé une identité et des contours géographiques à ce qui devait être un trophée pour son triomphe et une source non négligeable d'enrichissement personnel. Sa fortune individuelle et son triomphe se sont néanmoins confondus avec la gloire de Rome, parce que Rome, c'est César, et César, c'est Rome. Roi, empereur, dictateur, président, homme d'affaires, grand patron, tous les hommes dont l'objectif a été de tenir le monde dans la paume de leurs mains ont eu Jules César comme modèle. C'est leur héros, leur boss, leur goat, leur dieu. Le césarisme fait le bonheur des peuples, dira Napoléon III. Tout en honorant la mémoire de Vercingétorix, il ne nous est pas permis de déplorer sa défaite. Admirons l'amour sincère de ce chef gaulois pour l'indépendance de son pays, mais n'oublions pas que c'est au triomphe des armées romaines qu'est due notre civilisation. Institutions, mœurs, langues, tout nous vient de la conquête. Il exprimera une idée similaire aux Algériens en 1865. Vaincus, ils sont semblables aux Gaulois, promis à ressusciter dans une civilisation nouvelle. Et comme un homme, un jour d'il y a 100 ans, regardait la plaine inculte, un homme aujourd'hui regarde avec les mêmes yeux les collines désertes. Et Rome fait également l'admiration des nationalistes français. Ainsi Jacques Bainville, l'historien de l'Action française, je cite, « On dit communément que dans cette contrée fertile, sur ce territoire bien dessiné, il devait y avoir un grand peuple. On prend les faits pour la cause. La France est une œuvre de l'intelligence et de la volonté. À qui devons-nous notre civilisation? À quoi devons-nous d'être ce que nous sommes? À la conquête des Romains. C'eût été un malheur si Vercingétorix avait triomphé. » L'invasion de la Gaule est le modèle de toutes les colonisations à venir, de tous les impérialismes, de tous les totalitarismes. César a inventé les formes de notre soumission pour les siècles de siècles. Il a inventé ce monarque, le jupitérien, qui soumet pour leur bien les Gaulois réfractaires. Ces Gaulois réfractaires dont Emmanuel Macron se plaindra devant la reine Margrethe II au Danemark en 2018. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Il a inventé l'amour du dominé pour celui qui le domine, l'amour de la victime pour son bourreau. César a eu un tel impact sur la psyché humaine que c'est au point où l'on pourrait se demander si l'image que les hommes se font
non seulement de leur chef, mais de leur divinité toute puissante, n'a pas été principalement imaginé à partir de sa psychologie, ou plutôt de son absence de psychologie. Comme César, le dieu qu'adorent les hommes et auquel ils se soumettent est un sociopathe. Tous les démiurges sont des sociopathes. And run those maniacs to the top end rock! Parce que le modèle incontesté des grands hommes de l'histoire de l'humanité n'est pas un salaud. Le modèle incontesté des grands hommes de l'histoire de l'humanité est un homme sans humanité. Il n'a aucun plaisir à faire souffrir les autres, mais il ira aussi loin qu'il lui est nécessaire d'aller, si c'est dans son intérêt. Ouais. Jules César n'est pas une ordure, c'est un robot. Quoi? Et si ce robot est le héros incontestable de tous les hommes de pouvoir et fait l'admiration de tous les adorateurs de la force, c'est aussi l'archétype de tous nos ennemis, le modèle de toutes nos cibles. Depuis plus de 2 millénaires, César est notre némésis. Il ne nous a pas créés, on existait déjà, mais il nous a encerclés, conquis, soumis, administrés. Il a inventé notre identité dans le style romain. Il nous a placés dans une prison à l'image de sa psyché. Depuis, Rome a pris de nombreuses formes, plus complexes et plus insidieuses, à mesure que l'histoire avançait et que nous en détruisions les formes passées, mais elle n'a jamais été vaincue. L'Empire n'a jamais pris fin. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Ce nouveau programme pour Blast sera comme un voyage dans le temps. Nous pouvons retourner en arrière, mais nous ne pouvons pas modifier le passé. C'est la règle de tous les voyages dans le temps. Il faut éviter le paradoxe temporel. Cependant, nous pouvons changer notre regard sur celui-ci. Et en changeant notre regard sur celui-ci, nous pouvons peut-être changer le visage de notre présent. Mon nom est Paco Mtielman. Je ne suis pas historien, je suis un exégète. Et j'aimerais aujourd'hui faire l'exégèse de l'histoire de notre vie sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Mais ce serait une autre histoire. Une histoire de notre lutte, extérieure et intérieure, contre toutes les formes de pouvoir politique et religieux. Une histoire de la reconnaissance au droit de disposer de nous-mêmes. We need that to happen soon again, by the way. This image right here. This image De right pouvoir here. politique et religieux. Yeah, that one right there? Yeah. That needs to happen again soon. Everywhere. Not just France. Not just the United States. Like, it's time for us to just, Anyway, when I see this, it's just like, you know what? That's the people who have had enough. And I think it's going to happen soon again. Une histoire de la reconnaissance au droit de disposer de nous-mêmes et au devoir de ne pas disposer des autres. Une histoire de nos tentatives d'émancipation, de nos combats, de nos échecs et de nos victoires. Comment nous avons vécu, comment nous sommes morts, comment nous sommes revenus, comment nous avons dû continuer à nous battre. Bienvenue dans une histoire alternative de la France, une histoire de France dont vous êtes le héros. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin, épisode 1, Jules César, l'homme qui nous inventa. Caius Julius César IV, né à Rome le 12 juillet 100 avant Jésus-Christ. Il meurt le 15 mars 44. Il vient d'une famille patricienne, la noblesse romaine. Son père, Caius Julius César III, est sénateur et proconsul d'Asie. Sa mère, Aurelia Cotta, est sœur de 3 consuls. César est un surnom, le surnom de sa famille. Il signifie « celui qui taille ». Ce sont des gens qui se sont distingués à la guerre avec leur épée. Mais les Césars seront aussi des tailleurs de population ou de peuple, pour qui ceux-ci sont toujours un peu trop hirsutes, un peu trop libres. Jules est son nom de famille. Les Jules remontent aux temps les plus anciens de l'histoire de Rome. César dit avoir pour ancêtre Iule, le fils d'aîné de Créus. Le poète latin Virgile, qui avait 15 ans à la mort de César, rappelle et même cautionne cette origine mythique au début de l'Énéide. César, troyen de belle origine, qui étendra son empire jusqu'à l'océan et sa renommée jusqu'aux astres, son nom de Jules lui viendra du grand Iule. Par ce lignage, César revendique une ascendance remontant à la déesse Vénus, dont Énée était le fils. César est d'origine divine. Il sera lui-même divinisé et il césarisera le dieu des hommes en retour. On n'imagine pas à quel point. Le père de Caius Julius César IV meurt quand il est âgé de 15 ans. Il grandit dans le quartier de Subure, zone de Rome de mauvaise réputation. Sa mère Aurelia lui donne une éducation exemplaire.
Le fils d'Aurélia sera d'ailleurs toute sa vie d'un savoir-vivre et d'une politesse impeccable, même et surtout quand il vient de massacrer une population entière et s'apprête à en massacrer une autre. Alors, il tue et après il dit je suis désolé. Forgive me. But I have to move on and kill the next person now, so sorry. La jeunesse de César s'inscrit dans le contexte des luttes politiques entre les optimates et les populares. Les optimates maintiennent une ligne conservatrice, plaçant le Sénat au cœur de la République. Les populares veulent accorder plus de place politique aux Italiens. This is interesting because I just did a video like this. And okay, so this is all right. Well, I mean, some of it is the same. Et aux provinciaux, et intégrer à la citoyenneté de nouvelles élites. César grandit au milieu de la Première Guerre civile et les combats de rue entre les partisans de Marius, chef des populares, et ceux de Sylla et des optimates. Sa tante est l'épouse de Marius, ce qui l'associe aux populares, et il assiste à la victoire de Sylla et des optimates. Pour échapper aux chasses à l'homme contre les populares, il s'enrôle alors dans l'armée et rejoint Lucullus qui assiège la cité de Mytilène. Il a pour mission de demander à Nicodème IV, le roi de Bithynie, le renfort de sa flotte. Il sert en Cilicie, puis est démobilisé. Grand et pâle, rasé et épilé de près, il est obsédé par sa calvitie naissante. C'est un collectionneur. Pierres précieuses, vases ciselés, statues, tableaux, et il se vante de posséder les plus beaux esclaves. Il est bon orateur, mais plus grand stratège encore, d'une hypocrisie achevée, avec un art de la flatterie savamment dosé. Et puis c'est un très grand travailleur. Il est si scrupuleux et méticuleux, à la fois précis et rapide, qu'on dirait vraiment un automate, une machine. Le seul trait humain qu'on lui connaisse, c'est qu'il est sujet à de fréquents maux de tête, à des terreurs nocturnes et à des attaques d'épilepsie. Mais surtout, on ne lui attribue qu'un moment d'émotion. C'est lorsqu'il traverse l'Espagne et remarque, près du temple d'Hercule, une statue d'Alexandre le Grand. Il se mit alors à gémir, écrit Suétone, et comme écœuré de son inaction, en pensant qu'il n'avait encore rien fait de mémorable à l'âge où Alexandre avait déjà soumis toute la terre, il demanda tout de suite un congé pour saisir le plus tôt possible à Rome les occasions de se signaler. Mais la suite de l'anecdote par Suétone est encore plus cringe, comme disent les jeunes. Comme le songe de la nuit précédente le remplissait de confusion, pendant son sommeil, il avait rêvé qu'il violait sa mère, les deux... Quoi? What did I just hear? Oh. Okay, a dream. Un rêve. I was like, what? I mean, that's still fucking disturbing, but at least it's a dream. Dante le remplissait de confusion. Pendant son sommeil, il avait rêvé qu'il violait sa mère. Les devins lui firent concevoir les plus vastes espérances, car d'après eux, cela lui présageait l'empire du monde, cette mère qu'il avait vue sous lui, n'étant autre que la terre, qui passe pour avoir enfanté tous les hommes. Bien, après la mort de Sylla, le violeur de la terre retourne à Rome. Et à partir de ce moment, bien décidé à réussir, il développe ses relations en organisant des réceptions. En outre, il s'attire les faveurs du peuple en rétablissant le pouvoir des tribuns de la plèbe et en finançant des jeux. Selon Plutarque, il aligne jusqu'à 320 paires de gladiateurs. Il emprunte massivement pour organiser ses jeux spectaculaires et ses banquets somptueux. Tout ça pour le plaisir des autres, jamais le sien. Caton, qu'il déteste, reconnaît qu'il est quasiment le seul à ne jamais s'enivrer dans les banquets. Suétone le décrit, lisant des lettres et des pétitions pendant les jeux. De toute façon, César ne s'intéresse ni à l'alcool, ni à la nourriture, ni à la religion, ni au spectacle. Et il n'est pas plus obsédé que ça par le sexe, sauf quand il s'agit des femmes de ses potes ou de sa mère dans un rêve. César ne s'intéresse qu'au pouvoir. En 63, César se fait élire au titre de grand pontife grâce à une campagne financée par Crassus, l'homme le plus riche de Rome. C'est la charge la plus élevée en prestige au sein de la religion publique romaine. The gods know my intentions are peaceful.
must know it also. L'étymologie du mot vient de pons facere, faire des ponts. Le titre sera ensuite porté exclusivement par les empereurs. À partir de Théodore Ier en 642, il sera repris dans la religion chrétienne. Aujourd'hui, le terme est réservé au pape. Le grand homme de cette époque est Pompée, qui a battu le roi Mithridates VI Eupator en Orient. Cette campagne a permis à Rome de s'étendre en Bithynie, au Pont et en Syrie. Pompée revient couvert de gloire, mais il demande des terres pour ses anciens soldats, ce que le Sénat lui refuse. Toujours très malin, César décide d'exploiter la déception du grand homme. Avec Crassus le riche, Pompée la star et César le malin vont former le premier triumvirat, un accord secret qui scelle une alliance entre les trois hommes. César renforce cette alliance en mariant sa fille Julia à Pompée. Avec l'appui de Pompée et de Crassus, César obtient le proconsulat sur les provinces de Gaule cisalpine et d'Illyrie pour une durée de 5 ans. C'est là que César va devenir César. Son ambition est bien d'obtenir le pouvoir à Rome et de trahir en temps opportun ses deux complices pour être seul maître à bord. Mais pour cela, il doit faire 2 choses. Devenir riche et revenir couronné de gloire. Il doit obtenir une gloire militaire pour faire contrepoids aux victoires de Pompée en Orient. Et il est très endetté après avoir fait couler de l'argent à flot pour organiser ses réceptions et ses combats de gladiateurs. Sa stratégie est toute trouvée. Il va envahir la Gaule. Mais il ne peut évidemment pas faire ça sans l'appui du Sénat, qui va lui demander une bonne raison de lui envoyer des troupes. Il doit donc trouver une excuse. Cette excuse, ce sera la sécurité de Rome. César parlera de l'invasion de la Gaule comme d'une action préventive. Mais tout le monde est à peu près d'accord que cette guerre n'a été menée que pour booster sa carrière politique et rembourser ses dettes colossales. César n'est donc pas seulement un robot, c'est aussi déjà un Américain. Oh, snap. Oh, wow. Nous y You're gonna diss us like that? That's messed up, man. voilà. He's already an Bienvenue American. dans la guerre des Gaules, ou plutôt la guerre de César, car ce qu'on connaît de cette sale histoire vient presque exclusivement de ce qu'en a dit son auteur, dont les commentaires ont été écrits pendant la campagne militaire et achevés après la reddition d'Alésia en 52. Les commentaires sur la guerre des Gaules est un livre de propagande politique. L'ouvrage, écrit à la Oh shit. I don't want to know nothing about that book. I don't want to know anything about it. No thank you. troisième personne du singulier, comme une espèce d'Alain Delon, ne fournit aucune indication sur les opinions, pensées ou jugements de César, mais on peut deviner ses intentions à chaque ligne, tant l'ensemble apparaît comme une gigantesque opération de communication politique, démontrant à la fois le génie stratégique, le courage militaire, l'intelligence politique et la clémence sublime de son personnage principal, j'ai nommé César. À sa publication, les laquais du pouvoir parleront de ses commentaires comme d'un chef-d'œuvre. C'est un must, si Sesterce conseiller. À commencer par son ancien adversaire, rallié à sa cause, Cicéron, qui les dira nu, simple, élégant, dépouillé de tout ornement oratoire, comme un corps de son vêtement, comme un squelette de sa peau, plutôt. Les commentaires de César sont plats, froids, rébarbatifs, chirurgicaux, excessivement techniques, presque écrits par un ordinateur. L'agent conversationnel Jules, César GPT, le grand robot. Le problème, c'est que ce livre est à peu de choses près le seul livre qui décrira la soi-disant Gaule et les soi-disant Gaulois. Et il va les définir avec la mentalité d'un Romain. La grande difficulté à comprendre aujourd'hui les hommes dont César parle est due à l'inadéquation des mots et des concepts utilisés par celui-ci, qui se sert de son propre système de référence pour décrire des régimes politiques, des structures sociales qui lui sont étrangères et même sur certains points incompréhensibles. Un robot pour qui Rome existe va définir des hommes pour qui la Gaule n'existe pas. On arrive au problème principal. Les Gaulois n'ont pas écrit leur propre histoire. Ce sont les autres qui ont écrit leur histoire. L'apparence générale est celle d'une société anarchique et confuse. Toutes les familles sont divisées en partis rivaux, écrit César. Ces tribus sont malgré tout fédérées entre elles, mais fédérées sans passer par une autorité unique ou centralisatrice. Elles n'ont pas d'unité politique. L'unité politique, l'invention de l'État,
est un cauchemar qui vient de Rome. Les soi-disant Gaulois ne cherchent ni centralisme, ni création de capitale, ni de chef-lieu. Ce sont des semi-sédentaires, semi-nomades. Ils bougent, s'implantent ici ou là, se déplacent selon les aléas de l'existence. Les soi-disant Gaulois semblent n'avoir pas non plus de conception de la noblesse. This is going to end badly, isn't it? Notion importante à Rome. Les hommes se répartissent donc non sur le critère de l'appartenance à une ancienne famille ou une famille liée à la magistrature, comme les patriciens romains, mais sur une échelle liée à l'honneur. Leur système politique est difficile à définir car il n'appartient pas aux formes conceptualisées par les auteurs antiques. Ce serait éventuellement une timocratie au sens de Platon, le gouvernement par ceux qui sont le plus honorés. Le chef civil a pour rôle essentiel d'assurer aux hommes une protection contre plus puissants qu'eux, de les défendre contre les entreprises de violence ou de ruse. Et s'il agit autrement, il perd tout crédit. Si l'on en croit Plutarque, à la différence du monde politique romain, les femmes jouent un rôle important dans les assemblées confédérales où on se fie à la qualité de leur jugement et à leur impartialité comme à leur sens de l'intérêt général. La légende veut que ce soit aux femmes de la région que l'on doit la réduction du nombre de guerres entre tribus locales. Les populations sont décrites par César avec le mépris embarrassant du colon ou du touriste. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture lisible, ça. The hookah. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Ce sont des enfants, fêtards, prompts à s'enthousiasmer, crédules. Dans les villes, la foule entoure les marchands et les oblige à dire de quel pays ils viennent et ce qu'ils y ont appris. Sous le coup de l'émotion que provoquent ces nouvelles ou ces bavardages, il leur arrive souvent de prendre sur les affaires les plus importantes des décisions dont il leur faut incontinent se repentir, car ils accueillent en aveugle des bruits mal fondés. Le terme de Gaulois, cependant, est gaulois, si vous me passez l'expression. Le linguiste Jacques Lacroix l'a expliqué. Un Gaulois, c'est un costaud, un vaillant, un brave. Et le mot de Gaulois s'est répandu parce qu'il a été utilisé et rapporté, à la suite de César, par Rome, pour qualifier l'ensemble des populations qui habitaient cet espace fraîchement colonisé. Parce que ce qui réunit avant tout ces populations, c'est l'importance accordée au courage, à la bravoure. Une image antique les présente se déshabillant pour faire la guerre, attaquant leur adversaire entièrement nu et se battant avec des armes en or. What? Les soi-disant Gaulois sont généralement représentés comme des individus hirsutes par les Romains, ces hommes aux cheveux courts. Leur rite guerrier le plus connu est celui de la décapitation de l'ennemi. Elle intervient immédiatement après la mort de ce dernier, en plein combat, et le vainqueur s'empresse d'accrocher la tête de sa victime à son cheval. I tell you, man, humanity was absolutely insane back in those days. I mean, still, but I mean, I guess never mind. We're just as crazy today. We just don't put heads on our horses, but we're crazy in other ways. So it's never mind. Si César, que la question n'intéresse pas, fait intégralement disparaître les femmes de sa guerre des Gaules, on trouve chez Diodore de Sicile et chez Plutarque de nombreuses mentions de guerrières courageuses. Elles se jettent au milieu des combattants, écrit Plutarque, et de leurs mains nues s'efforcent d'arracher aux Romains leurs boucliers, saisissent leurs épées et, couvertes de blessures, voient leur corps en pièces, sans rien perdre jusqu'à la mort de leur courage invincible. Il y a 3 classes religieuses différentes, les bardes, les devins et les druides. Dans des sociétés sans écriture, l'importance des bardes est énorme et complètement passée sous silence par César, qui ne s'y intéresse pas. Chantres, panégyristes, poètes, ils rapportent les actes remarquables des hommes illustres, s'accompagnant de la lyre, mais peuvent aussi railler ceux qui méritent d'être raillés. La parole des bardes est sacrée. C'est elle qui fixe les actes des hommes dans la mémoire collective. Ils jugent du mérite et du démérite des vivants et des morts. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. Les devins s'occupent des cérémonies religieuses et pratiquent les sciences de la nature. La lecture des signes divinatoires se fait par les oiseaux et par les rêves, voire même par des productions de vision par incubation oraculaire, en allant dormir sur la sépulture d'un ancêtre dont on attend qu'il prodigue ses conseils à travers le songe. Wow. Ou encore par l'absorption de plantes aux vertus hallucinogènes. César, qui Mushrooms. I never mind. ne se préoccupe jamais des signes, comme la fin de sa vie le démontrera, n'en parle pas non plus. Du reste, il n'y a qu'à lire le « De la divination » de Cicéron pour s'en rendre compte.
la divination est une pratique déjà fortement décriée chez les Romains. À la différence des sacrifices et des rites, qui participent du religieux en tant que fait social, contribuant à l'unité de l'identité romaine, la divination est perçue comme une superstition, un truc de poète, de plouc, quasiment une maladie mentale. Les Romains méprisent la magie. Il y a enfin les druides, autorité religieuse suprême, dont la préparation dure 20 ans. Ce sont les seuls dont parle César. Les druides sont aussi les seuls à utiliser l'écriture. Ils utilisent un alphabet grec, uniquement d'ailleurs pour les comptes publics et privés. Selon César, les druides veulent convaincre avant tout que les âmes ne disparaissent pas, mais qu'après la mort, elles quittent les corps pour aller dans d'autres corps. Ils pensent que cette croyance stimule au plus haut point le courage parce qu'elle fait mépriser la mort. César dit aussi que la nation tout entière des Gaulois s'adonne de façon immodérée aux choses de la religion. On en sait plus chez Diodore de Sicile. Par Diodore, on apprend que chez eux, le dogme de Pythagore connaît une vigueur particulière. Le dogme selon lequel les âmes des humains sont immortelles, qu'après un certain nombre d'années, chaque âme revient à la vie en pénétrant un autre corps. Mais il faut ajouter que le guerrier qui meurt à la guerre échappe au cycle des réincarnations. Il atteint immédiatement le paradis des dieux et des héros. César présente les Gaulois comme pratiquant beaucoup de sacrifices humains. Les autres auteurs latins diront la même chose. Wait a minute. Jesus has not been born yet, right? Ils trouveront l'occasion de hurler au scandale, alors qu'aucun d'entre eux n'ait eu même ne serait-ce que l'idée de critiquer les spectacles de gladiateurs, à l'exception tardive de Marc Aurèle, qui les trouvait ennuyeux. C'est toujours un peu la même chose. Il faudra attendre l'archéologue Jean-Louis Bruno et ses recherches sur les sites gaulois pour mettre fin à cette imagerie horrifiante. Je cite Jean-Louis Bruno. La pratique du sacrifice humain en Gaule est aussi courante dans la littérature antique que ses vestiges archéologiques sont rares. C'est dire que la question de sa réalité est avant tout de nature idéologique et qu'avant d'agiter les historiens français, elle fut un poncif de la xénophobie des Romains. Le champion en cette matière n'est autre que l'un des plus grands écrivains de la littérature latine, Cicéron lui-même, qui dans plusieurs de ses plaidoiries traite les Gaulois d'horribles barbares, n'hésitant pas à souiller les autels du sang des victimes humaines. Bien. Comment César va-t-il justifier la conquête de cet ensemble de populations? Il va user du prétexte de la migration d'une des tribus, les Helvètes, par crainte des invasions germaniques menées par le roi Arioviste, un ami de Rome, entre parenthèses. Les Helvètes décident de quitter leur pays. Ils brûlent leurs villages et leurs fermes et partent avec femmes et enfants avec le projet de prendre possession de territoires vierges situés au nord de la Gironde. Ils doivent alors traverser la Gaule transalpine qui est déjà annexée par Rome. Mais, dit César dans la guerre des Gaules, les traditions de la politique romaine et les précédents ne lui permettaient d'accorder à qui que ce fût le passage à travers la province. César, écrit César, à la nouvelle qui prétendait faire route à travers notre province, se hâte de quitter Rome, gagne à marche forcée la Gaule transalpine et arrive devant Genève. César feint de croire que ce passage est dangereux, non parce que les Helvètes pourraient faire, mais par l'exemple qu'ils pourraient donner, car ils pourraient éventuellement être suivis par les Germains, qui pourraient eux être éventuellement dangereux. Yes. Si l'on passe outre qu'Arioviste a fait un pacte de non-agression avec les Romains. Puis, le passage de toute une population à l'intérieur d'une province romaine pourrait éventuellement pousser les Allobroges, les Savoyards, qui vivent dans cette région, à profiter du désordre pour se révolter. Enfin, les territoires abandonnés par les Helvètes pourraient être éventuellement annexés par les Germains, qui seraient, eux, dangereux, si l'on oublie une fois encore qu'Arioviste est supposé avoir fait une alliance avec Rome. Bref, César se moque du monde avec force, et ce n'est que le début. Okay. I'm gonna do a part 1 and part 2. So, okay, 10 minutes or so. 28 mars 58, les Helvètes sont à Genève pour commencer leur migration. César ordonne alors la destruction du pont qui traverse le Rhône. Pourquoi le pontife se contente-t-il de détruire le pont? Parce qu'il n'a pas assez d'hommes pour affronter les migrants et il doit gagner du temps. Les Helvètes envoient alors des ambassadeurs pour demander à César la permission de traverser la province pacifiquement. César les reçoit poliment, comme à son habitude, et répond aux envoyés qu'il se réservait quelque temps pour réfléchir. En réalité, César n'a aucune intention de leur accorder cette permission, évidemment. Mais là encore, il doit gagner du temps. Un temps pendant lequel il construit un mur
haut de 5 mètres. Et Un mur pour arrêter... Je sais un peu de les murs. On a des gros murs ici aussi. long de 28 km, avec un fossé de vent, du lac Léman au Jura, pour qu'il n'y ait strictement aucun moyen de passer. We're gonna build the wall. Je savais ça venait. Je savais. We have no choice. Oui, on a no choice. Puis, le 13 avril, les travaux finis, César donne sa réponse aux Je Helvètes. savais. C'est non. Quelle surprise. What a surprise. Les Helvètes tentent alors de passer par un terrain plus étroit appartenant aux Sécanes et non sous contrôle romain. Mais quelle surprise. Ça aussi, c'est non. César le leur refuse, parce qu'il passe trop près de chez les Romains, et que ça également, c'est nuisible pour la sécurité de Rome. Bref, à ce petit jeu de grands pervers, les Helvètes ne peuvent pas gagner. Ils sont déjà une pièce sacrifiée sur l'échiquier de la conquête des Gaules et de la réussite personnelle de César. Et lorsqu'ils traversent la Saône, César leur tombe dessus par surprise et massacre sans sommation hommes, femmes, enfants, vieillards, puis il poursuit ceux qui fuient. César, écrit César, on tailla en pièces la plus grande partie. Le reste chercha son salut dans la fuite et se cacha dans les forêts voisines. Disgusting. Dans son précis des guerres de César, dicté durant sa longue agonie à Sainte-Hélène, Napoléon Ier, qui s'y connaissait, commente ainsi cette première victoire. Les Helvètes étaient braves, sans doute, mais que peut la bravoure contre une armée disciplinée et constituée comme l'armée romaine? Il n'y a donc rien d'extraordinaire dans les succès qu'a obtenu César dans cette campagne, ce qui ne diminue pas cependant la gloire qu'il mérite. Ok. Sur une population de 300 000 civils, les 2 tiers sont massacrés et le tiers qui reste capitule. Après quoi César renvoie les survivants dans leur territoire initial, avec force, amabilité et élégance, à la fois pour éviter qu'un pays près de Rome reste désert et que les Germains s'en emparent, et pour gagner une renommée de clémence, qu'on nous servira pendant 2 millénaires et jusque dans le cinéma américain, dans lequel César est toujours super sympa. Il est super sympa. Il est très gentil. Très gentil. Ceux qui se discutent vraiment. Let's see what the men have to say. Now don't do that. Clément, un homme qui décide de frapper préventivement un groupe de migrants pacifiques qui ne faisait que passer. Clément, un homme qui massacre par surprise des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards à raison de 2 sur 3, et ensuite renvoie le tiers qui reste à son point de départ. Cavana, un homme qu'on a souvent comparé à Vercingétorix à cause des moustaches. Un écrivain qui ne se laisse pas enfariner, à la différence de tous ces historiens adorateurs de la force. Dira beaucoup plus sèchement: les Romains n'étaient pas des vainqueurs magnanimes. Ils pillaient, violaient et égorgeaient, avec ordre et discipline certes, mais justement, derrière eux, il ne restait pas une miette. Voyant ce que César a fait subir aux Helvètes, les tribus voisines prennent peur, et un grand nombre d'entre elles choisissent de faire profil bas. I never thought Caesar was a wonderful guy. I never had that impression. César reçoit des ambassadeurs de différentes tribus qui le félicitent de sa victoire et acceptent officieusement leur soumission. Prétendant alors assurer leur défense devant le Sénat romain, César décide alors de s'occuper de la menace germaine. Cette menace s'appelle Arioviste, qui a en effet colonisé quelques territoires gaulois, mais qui est, on le rappelle, un ami de Rome. Tyran orgueilleux et cruel, écrit César, si orgueilleux, si insolent. C'est un homme grossier, irascible, capricieux. Il est impossible de souffrir plus longtemps sa tyrannie. On a compris. L'homme qui vient de massacrer 200 000 civils qui ne lui avaient rien fait essaye à nouveau de nous vendre quelque chose. Mais quoi? Par son autorité, écrit César à son propre sujet, il amènerait Arioviste à cesser ses violences. 200,000. Ok. Le grand arnaqueur a déjà trouvé son plan. César envoie des ambassadeurs à Arioviste pour discuter de la question gauloise. Mais Arioviste fait comprendre à César que cela ne le concerne pas et que les Romains n'ont pas à se mêler de ses propres conquêtes. Tu vas chier dans ta caisse et maintenant tu t'occupes d'un autre. Puisque de son côté, il s'abstenait de prescrire aux Romains l'usage qu'ils devaient faire de leurs droits, il ne convenait pas qu'il fût gêné par eux dans l'exercice du sien. Visiblement, Arioviste n'a pas compris à quoi César joue. Il est un peu le Saddam Hussein ou le Kadhafi de César. C'est un grand méchant copain absolument idéal à trahir pour justifier une guerre inique. Oh. Look at that still picture.
César, écrit César, lui expliqua longuement qu'il ne pouvait pas se désintéresser de la question. Il n'était ni dans ses habitudes, ni dans celles du peuple romain, de consentir à abandonner des alliés parfaitement dévoués. César envoie dès lors un ultimatum à Arioviste, non dans l'espoir que celui-ci obéisse et se retire de ses territoires colonisés, ce serait mal le connaître, mais dans le but de l'irriter suffisamment pour que la guerre soit déclarée par lui. Ça va péter! Et ça marche. C'est la guerre. Arioviste met en route son armée en direction de Vésoncyon, aujourd'hui Besançon. Mais César, désormais autorisé à intervenir par le Sénat, prend immédiatement la ville et y place une garnison. Puis il fait construire un pont pour aller chercher le Germain chez lui. Une fois l'armée d'Arioviste battue à Auchenfeld, les restes de l'armée, les femmes et les enfants, sont massacrés ou rejetés au-delà du Rhin. Ils sont malades, vraiment. I don't know how you could ever massacre a child. You have to really be sick in the head. Very, very sick. Innocent women and kids. What should we do with them? We'll kill them. I mean... César ajoute alors à son gouvernement proconsulaire les territoires conquis sur les Germains. Sur les incursions de César en région rhénane, dans son précis des guerres de César, Napoléon Bonaparte passe beaucoup de temps, beaucoup de temps, à étudier l'ingénierie consistant à la construction d'un pont. Napoléon, dicte Napoléon, fit construire un pont de bateaux de 80 toises d'une seule pièce. Les pontonniers d'artillerie y employèrent 22 pontons. Ils se servirent d'un bras de la rivière qui était couvert par une île. Le césarisme est une maladie contagieuse. Même le général de Gaulle s'y mettra lorsqu'il décrira ses apparitions publiques. La foule, écrit Charles de Gaulle, est nombreuse pour accueillir Charles de Gaulle. Ben voilà, on va arrêter right here. That's exactly half. On va arrêter là et la prochaine, ça va être la deuxième partie et I don't know what can come good of this, but again, you know, I think everybody was just sick back in those days. Everything was about power and control, and I just don't understand. Like, if you take over a city, you take over a country, you take over a territory. You know, I know it's not the greatest. You know, it's not very nice to hear. You know, all the women and children were captured and taken to now be forced to live amongst the enemy and become what, you know, let's just say the French destroy Italy and they take over Italy. And now all the Italian women and children, should they all be killed? You know, that's like the worst solution. At least just be like, okay, look, all you women and all you children, you are now considered French. No, you're no longer Italian. I don't give a shit. There's no Italian. No, that's it. It doesn't exist. Italy's gone. You are no longer Italian. You are now French. End of story. We will provide you with food, housing, men, a job, and you could continue to live, but you will be French. Okay, of course, that's a terrible scenario also, but it's better than, oh, let's just slay all the women and children. Kill them all. I mean, you have to be really, it's just fascinating to me that how men, how their brains worked back in the day, you know? I mean, yes, they're sick today too. Don't get me wrong. There's sex trafficking. It just, we are still very, very horrible people. Humans are horrible. But, man, back then, there was no mercy. No mercy for nobody. If you weren't on the right side, you're dead. That's it. You're dead. You're dead. You will be killed, tortured, and you will be dead. And that was it. That was the solution. That was their solution. Well, anyway, yeah, no, I mean, I never considered Caesar a hero of any kind. But anyway, we'll see what part 2 takes, what part 2 brings. And I got a feeling it's not going to be good news. But we'll continue and we'll finish. You know, our videos are very hard for me to do. But
at least I got half done, and now the second half will be easier for me to do. So, and I got like, I don't even want to think about how many hour-plus videos I still have to do. Okay, anyway, we'll move on from here. Take care. Peace out. À la prochaine. Et la prochaine, ça va être probablement. Did I say that right? Probably. Probablement. Demain. Mais on va voir. Peace out.